expliquer ses besoins, peut-être déjà commencer à expliquer comment il a commencé à travailler avec les différents acteurs. Et ce qui va être surtout important, c'est comment les différents acteurs, observatoires territoriaux et observatoires sectoriels, se sont mis en ordre de bataille ou pas, je ne sais pas, pour pouvoir être des outils ressources aux stratégies qui sont pour le coup des stratégies territoriales, puisque Transition Pro sont installées dans chacune des régions. Alors je vais caricaturer en disant que c'est un objet territorialisé, mais derrière cet objet territorialisé, en fait, on est dans une sectorisation importante. Et donc, quel est le rôle des secteurs d'activité? Quel est le lien? Et comment, finalement, une structure comme Transition Pro est à la fois interface et facilitateur de mise en œuvre de politiques et de stratégies des différents acteurs. Merci René pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de rentrer sur donc Transition Co, je voudrais, Transco, hein, en fin de compte, les transitions collectives, Transco, je voudrais quand même replacer les choses dans leur contexte. Parce que Transco, ce n'est qu'un outil. Un outil, donc, qui est un véhicule lié, en fin de compte, à la reconversion. Et il faut élargir le champ de la reconversion, et je voudrais revenir sur quelques éléments donc, qui vont nous permettre de pouvoir poser le décor. Donc, Transition Pro, et non pas Transition Professionnelle, l'association Transition Pro a vu donc ses missions être redéfinies par la loi 2018 du 5 septembre que tu connais bien, et a eu dans un premier temps vocation donc à apporter ce que j'appellerais le financement du projet de transition professionnelle, c'est-à-dire un outil au service de la reconversion, et à la main du salarié. Alors, dans le cadre de cette reconversion, on parlait un peu de l'adéquationnisme en quelque sorte. France Compétences a donc, on va dire, donné des règles de priorité liées à cette reconversion. Et on est déjà dans l'esprit un peu de Transco, puisque dans ces règles de priorité, donc France Compétences, dans le cadre de ses recommandations, définit 5 règles nationales et 5 règles régionales à la main donc de nos associations. Ces 5 règles nationales, donc, c'est un tronc commun qui concerne l'ensemble du territoire national et qui porte des politiques publiques. Par exemple, donc, une priorité des bas niveaux de qualification. Ah oui, ça tombe bien, 18% donc de chômage sur les bas niveaux de qualification, et des règles régionales à la main des régions. Et dans ces règles régionales, et dans ces priorités régionales, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Donc des priorités donc sur les secteurs qui décrutent, ce que tu évoquais tout à l'heure, donc en diminution d'emploi, donc on va dire que sur les secteurs sources, dans le cadre de ces reconversions, et des priorités données donc aux secteurs qui recrutent, avec donc la définition de métiers dits porteurs. Donc on voit déjà bien cette notion apparaître très fortement avec cette notion de passerelle qu'on évoquait tout à l'heure. Et un point qui est intéressant, qui va nous permettre d'échanger, de rebondir, c'est celui de la logique, je dirais, territoriale, de la maille territoriale, parce que donc si France Compétences dit aux ATP et fixe donc aux ATP le rôle de définir les besoins, donc ça veut dire bien qu'on est à la maille territoriale et qu'on va même descendre plus bas, puisqu'on considère que c'est même au niveau des bassins d'emploi que cela peut se jouer, et notamment plus particulièrement en lien avec le fait qu'on considère que, on va dire que la mobilité donc des salariés est relativement limitée et que donc les changements donc vont s'opérer plutôt donc à cette maille donc très fine. On parlait de granularité tout à l'heure, qui est donc la maille du bassin d'emploi en Île-de-France, des 25 bassins d'emploi. Donc ça, c'est un élément qui déjà fixe en quelque sorte le décor. Et puis, le plan de relance arrive. Et ce plan de relance, donc, a vocation, là encore, à remettre donc en exergue les politiques publiques qui vont être liées donc à ce que souhaite le gouvernement, c'est-à-dire favoriser un certain nombre de secteurs. On va revenir à cette notion, là encore, d'investissement sur des secteurs, 100 milliards
pour porter ce plan de relance autour de secteurs qui sont fragilisés par la crise. On va retrouver bien évidemment la volonté de placer, et là on est dans des démarches sectorielles, par exemple des secteurs de l'industrie comme des secteurs importants qu'il faut accompagner. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, mais les secteurs tels que la santé. Donc on voit déjà poindre de nouveau cette notion sectorielle, maillée en revanche au niveau régional. Pourquoi je dis au niveau régional? Parce que les investissements sont mobilisés au niveau régional. Donc on voit bien cette configuration qui est en train de se créer entre sectoriel, c'est une approche matricielle en quelque sorte, entre sectoriel et la maille régionale. Et ce plan de relance amène les transitions pro à se voir affecter des fonds complémentaires, toujours dans la même logique, des secteurs qui décrutent et des secteurs qui recrutent à cette maille régionale, tout en intégrant cette dimension sectorielle. Arrive donc Transco, et Transco, on passe d'une logique individuelle du salarié, acteur, de son parcours, à une logique, on va dire, plus collective, puisque l'entreprise là va mobiliser ce dispositif dans le cadre des transitions pro. Ça veut dire que elle va devoir identifier en amont cette fameuse entreprise les métiers, ou en tout cas les métiers qui sont fragilisés. Donc déjà on est dans cette logique là de GEPP, gestion de l'emploi et des parcours professionnels, où une entreprise qui souhaite bénéficier en fin de compte des Transco va être dans l'obligation de poser la problématique des emplois fragilisés, et on est déjà dans la dimension des mutations économiques sectorielles. On revient à cette logique là encore matricielle, mais à la maille régionale. Puisque ces accords GEPP doivent être déposés dans chaque direct sur le plan régional. Donc on voit encore se mailler ces deux aspects. Face à cela, nous avons aussi dans le cadre de ces Transco, c'est bien la volonté d'aller créer ces passerelles vers ces secteurs cette fois-ci qui recrutent et ces entreprises qui recrutent. On a déjà commencé à voir poindre, notamment avec les OPMQ et en tout cas ceux qui ont été présentés par Commerce, cette notion, là encore, de branche qui pourrait avoir besoin, par rapport en lien avec les entreprises, pourrait avoir besoin sur des métiers en tension de compétences. Donc on voit bien cette notion de passerelle qui est en train là encore d'émerger dans cette dynamique des Transco, en ne mettant pas là encore le salarié qui est au cœur encore du système, puisque les salariés doivent être volontaires pour entrer dans cette démarche-là liée au Transco. Donc là, on a posé en quelque sorte le décorum de la reconversion aujourd'hui sur le territoire. Alors, vous avez compris l'importance maintenant de l'ensemble des partenaires qui ont été évoqués. On va pouvoir en discuter, mais on voit poindre un certain nombre de besoins déjà, puisque on a la place de l'OPMQ qui va être essentielle dans ce dispositif. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, nous, puisque nous sommes garants justement de l'identification en lien avec les autres acteurs des secteurs qui décrutent et des secteurs qui recrutent? Eh bien, on a besoin en effet d'avoir cette dimension aujourd'hui qui a été évoquée, d'études prospectives, qui doit permettre de nourrir en quelque sorte cette liste qui va générer derrière le déclenchement de ces transitions collectives. Donc on a là au niveau de ces observatoires, on voit bien une importance capitale qui s'inscrit dans cette démarche-là, qui puisse produire ces fameuses études qui sont de plus en plus d'ailleurs dans une double dimension qui a été évoquée, sectorielle, mais aussi avec une dimension qui est en train de se créer au niveau de la régionalisation, puisqu'on a bien une double
aujourd'hui donc une double approche donc de ces observatoires. Donc c'est intéressant parce que on voit bien que la maille territoriale, la maille du bassin d'emploi donc est à prendre en considération dans ces reconversions. Et cela en lien avec les CARIF, hein, puisque donc là encore, donc tu évoquais cette dimension territoriale au niveau des CARIF et des besoins qui sont bien identifiés au niveau des territoires et des 25 bassins d'emploi en Île-de-France, où on a besoin de ces informations donc qui nous paraissent être essentielles pour créer justement cette dimension de passerelle. Autour de ce qui a été aussi évoqué, et on voit bien là encore poindre d'autres aspects qui sont, et France donc Compétences en a bien parlé, avec l'outillage qu'il met à disposition, qui sont aussi je dirais les porosités, si vous me permettez l'expression, entre les différentes branches ou les différents secteurs. Donc cette dimension, elle est bien tout à la fois horizontale et transversale, si vous me permettez l'expression. Pourquoi? Parce qu'on attend là aussi, dans le cadre de ces reconversions, de voir quels sont les points de connexion qui peuvent exister donc entre différents métiers. Et là, on revient aux compétences techniques, on revient aux compétences transversales, on revient aux compétences comportementales, et quelles sont justement donc ces passerelles qui existent entre un caissier ou une caissière et par exemple un métier dans le domaine sanitaire et social, donc d'aide-soignant. On voit, par exemple, je disais tout à l'heure une étude de l'APEC qui mettait en avant donc 30 compétences dans le domaine de la construction et de l'industrie, qui sont des compétences qui convergent. Donc, ça veut dire des ensembles communs. Donc, on voit bien l'intérêt qui résulte de ces études qui sont menées par les différentes parties prenantes qui ont présenté aujourd'hui leur offre de services. France Compétences, bien évidemment, on l'a vu, donc qui va, en fin de compte, est un espace d'échange qui me paraît être là aussi important et qui va permettre de parler le même langage entre les différents observatoires et les différents acteurs et qui va outiller, là encore, donc sur le plan national, les observatoires. Et on le voit, l'histoire de la recodification, notamment liée au Code Rome, permet là aussi de parler un langage commun. Et la question, elle est là. Ça veut dire que c'est l'espéranto, si tu me permets l'expression, c'est parler ce langage commun qui est essentiel pour qu'on puisse justement créer ces fameuses passerelles qui sont essentielles pour réussir ces reconversions. Voilà, je pose un peu le décor et puis donc maintenant peut-être qu'on peut faire circuler la parole et voir les interactions qui peuvent exister. Merci Stéphane pour cette synthèse brillante, comme toujours. Mais par rapport à ce que tu dis, on a effectivement vu en première partie quel était le rôle des différents acteurs et chacun a commencé à préciser un peu d'où il parlait et comment les choses étaient organisées. Là, est-ce qu'on peut aller de façon plus illustrative sur, depuis maintenant le 1er février, le dispositif a été mis en place. Est-ce que, Émilie, par exemple, est-ce qu'au niveau de l'Opcommerce, qu'est-ce qui a été mis en place? Comment les choses ont été mises en place au niveau de l'Opcommerce avec finalement 2 points d'entrée, puisqu'on a bien vu que les OPCO avaient responsabilité en fait d'informer les entreprises sur le dispositif. Stéphane vient de dire que c'est les entreprises qui doivent dégager les besoins qu'elles ont et comment finalement ensuite il y a un maillage qui est très fait entre les besoins des entreprises qui décrutent et celles qui recrutent dans un même secteur, mais éventuellement dans d'autres secteurs. Et donc, quel est le travail qui est concrètement fait aujourd'hui au niveau de l'Opcommerce? Alors, on a joué à 2 niveaux. Le niveau des entreprises pour lesquelles il y a des emplois en difficulté. Et donc là, on l'a plus interprété comme un accompagnement en proximité auprès des entreprises. Donc là, c'est plutôt notre réseau territorial qui est mobilisé. Je vais donner des exemples. Et l'autre versant, c'est la partie accueil. Donc le point d'arrivée, une fois que les AT Pro ont financé les parcours, les parcours certifiants pour accompagner la transition professionnelle des salariés dans ces emplois en difficulté. Et là, on a voulu réintégrer de manière beaucoup plus évidente les partenaires sociaux et leur rôle de cadrage, qui n'était pas forcément évoqué de manière aussi évidente dans l'instruction
qui a été faite de ce dispositif Transco. Alors du coup, je vais commencer par ce deuxième aspect. Dans le dispositif transition collective, il est indiqué que les CREPOP en région doivent établir des listes de métiers porteurs. Ce sont des métiers qui sont en difficulté de recrutement et qui sont nécessaires dans le bassin de vie, ou enfin, en tout cas au niveau territorial, qui sont nécessaires pour que l'accompagnement puisse se dérouler jusqu'à un point de chute. Donc les CREPOP ont, alors la maturité de ces listes est plus ou moins avancée en fonction des régions. Donc il y a certaines régions qui ont déjà eu leur première liste éditée, puis d'autres sont en cours. C'est un travail qui est itératif. Chaque région a identifié en fonction de sa réalité territoriale des métiers porteurs. Nous, notre rôle en tant que secteur, et là je rejoins la logique matricielle dont tu parlais, c'est que le sectoriel puisse indiquer au niveau national des métiers porteurs qui n'auraient pas été identifiés dans un premier temps par les CREFOP en région. On a pu identifier des métiers, par exemple, comme chez nous, on a l'électroménager. Les cuisinistes sont un métier qui sont en tension. C'est un métier qui est en tension. Et typiquement, dans certaines régions, ça pourra être intéressant d'avoir ce métier indiqué. Et ça permettra du coup des accompagnements concrets. Donc ça, c'est la partie aval qu'on travaille avec les partenaires sociaux. Et donc l'enjeu, c'est que le sectoriel apparaisse également dans ces listes territoriales. La partie amont, et là c'est plus de l'accompagnement d'entreprise, c'est de pouvoir accompagner, parce que ce sont des dispositifs qui sont quand même majoritairement orientés vers des entreprises de petite structure, des TPN. Elles n'ont pas forcément cette culture du dialogue social, et donc d'élaborer des accords de GEPP, c'est pas forcément à la portée de tous. Et donc nous, ce sur quoi on a réfléchi à l'Opcommerce, c'est de proposer aux entreprises, à partir du moment où on a identifié localement qu'il y avait des emplois qui étaient en difficulté, de pouvoir proposer aux entreprises un diagnostic de 5 jours, spécifiquement développé dans le cadre de ce dispositif Transco, pour les accompagner à la fois, sur un diagnostic précis de l'impact de la crise Covid sur les emplois, de leur permettre de faire d'identifier les métiers qui vont devoir prioritairement être accompagnés dans le cadre de ce dispositif, et ensuite de les accompagner dans la mise en place de cet accord GEPP, parce que certes, l'État a mis à disposition un format d'accord GEPP, mais n'empêche qu'il y a toute cette mécanique de discussion paritaire qu'il faut enclencher dans l'entreprise. Quand ce n'est pas quelque chose de naturel dans l'entreprise, il faut pouvoir l'accompagner. Et ça, on propose qu'un prestataire les accompagne là-dessus, donc c'est 5 jours, et ça permettra d'enclencher ensuite l'accompagnement des salariés identifiés et volontaires, parce que c'est ça l'objectif du dispositif, d'accompagner ces salariés via le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle, pour préciser son projet, et pour justement voir si les métiers qu'on a vus porteurs pourraient être un point d'arrivée de ces salariés-là, et ensuite la prise en charge par les APPRO sur le financement de ce parcours. Oui, on voit déjà là concrètement l'efficacité, ou en tout cas, je dirais, l'intérêt des observatoires, puisque les observatoires, comme ça a été dit, ont vocation notamment à outiller aussi après derrière les OPCO. Et cet outillage, il est essentiel dans le cas de Transco, puisque la clé d'entrée des entreprises qui souhaitent s'engager dans Transco, c'est, on va dire à 90%, la clé d'entrée des OPCO, qui ont cette vocation-là à accompagner ces entreprises pour poser un diagnostic qui va permettre à ces entreprises de pouvoir identifier ces métiers fragilisés. Et c'est à ce titre-là qu'on retrouve l'intérêt de l'Observatoire, qui va pouvoir donner cette visibilité-là d'un côté, donc sur les métiers qui décrutent, mais aussi les secteurs qui vont recruter. Et c'est ce point de connexion qui est intéressant à faire, la question étant comment, en dépassant même la vocation, je dirais, de l'OPCO qui est dans une logique de branche, on va plus loin dans une logique transversale, et là on revient notamment
à la logique notamment des EDEC, hein, qui vont permettre d'avoir cette logique transversale et pouvoir passer, je dirais, d'une branche à une autre, mais d'un OPCO aussi à un autre. Et c'est là où France Compétences, à mon avis, paraît être intéressant, qui est un lieu de convergence. Hein. On va pouvoir donc avoir cette logique horizontale qui me paraît être essentielle, non pas, parce qu'on peut rester sinon dans une logique verticale d'OPCO à OPCO, hein, si on met bout à bout les 11 OPCO, et comment on va créer ces passerelles-là. Et là, on a un point d'intérêt, justement, donc avec France Compétences, qui peut créer ce lieu d'échange et de convergence, et ce lieu, donc, qui peut permettre d'avoir une logique transversale sur le plan, donc, des compétences. Et là, on a certainement un point d'intérêt autour de France Compétences. Je ne sais pas si vous partagez. Donc oui, je pense que comme oui, largement interpellé. Donc, Si, tout à fait. Je le mentionnais tout à l'heure, la première thématique qu'on souhaite aborder justement dans ce cadre d'échange un peu informel entre PMQ et OPCO, dans leur rôle d'observatoire aussi, c'est sur ces passerelles interbranches. Je souhaite aussi revenir sur, et vous avez bien mentionné, l'importance des observatoires dans la définition en amont des métiers fragilisés. Donc ça, vous l'avez bien pointé, et Émilie a aussi bien souligné l'importance dans la définition des métiers porteurs. Et ça, c'est particulièrement vrai, puisque alors j'ai pu voir qu'il y avait à peu près en effet 10 régions, 10 directs qui avaient publié des listes de métiers porteurs. Alors, on voit bien qu'on est au début, hein, elles sont amenées à évoluer. Lorsque certaines régions ont un peu explicité les méthodes de construction de ces listes, on voyait qu'il y avait différentes sources qui revenaient très souvent. Il y avait la liste des GFP dans le cadre de France Relance, on avait les listes établies dans le cadre des PRIC, on avait la liste des métiers en tension de la DARES et Pôle emploi qui est aussi toute récente, ils ont changé la méthodologie et qui est aussi très intéressante. Et on avait l'enquête BMO de Pôle emploi. En effet, c'est autant de sources qui sont bien sûr très pertinentes. Il faut quand même souligner aussi l'importance des travaux des observatoires. Et alors, ça va venir, hein, j'imagine bien, hein, c'est en construction, mais juste pour donner aussi quelques exemples, et là je suis dans mon rôle aussi sur les observatoires de branche, mais dans les secteurs qui ont été ciblés comme prioritaires, dans le cadre de France Relance, par exemple, si on prend le BTP qui est présent dans quasiment toutes les listes, l'Observatoire des métiers du BTP produit des tableaux de bord en reformation. Le plus récent, c'était décembre 2020, qui par région montre l'évolution des métiers spécifiques aux branches du BTP, leur évolution, etc. On a la même chose, on a évolué au commerce, on a sur le secteur de l'industrie de la métallurgie, on a aussi la même chose. On a eu la publication d'une étude fin d'année dernière sur le secteur ferroviaire, avec un focus sur des bassins d'emploi et les spécificités de ce secteur-là avec cette approche territoriale. On a sur l'Observatoire du numérique une étude qui a été publiée il y a une dizaine de jours sur l'impact de la crise et avec justement la mise en avant de préconisations opérationnelles et l'utilisation de dispositifs tels que Transco. Si je dis tout ça, c'est juste qu'on sent bien qu'il y a des travaux qui sont faits, qui en plus, comme je l'ai cité, sont assez récents et qui ont en effet tout intérêt à être utilisés dans le cadre de ces définitions de métiers fragilisés, de métiers porteurs. Et on voit bien qu'on a ces études sectorielles qui ont des entrées territoriales à chaque fois, et ce qu'il est très intéressant de faire, c'est de faire cette lecture transversale, et c'est ce que fait notamment le réseau des Cariforef, et c'est là tout l'intérêt, justement de prendre ces différentes études. Ils ont la connaissance, ils ont l'expérience, ils ont l'analyse sur les territoires, de pouvoir les assembler pour aussi développer et déterminer un peu plus des plans d'action qui sont liés au territoire. Donc voilà un peu sur le focus sur ces deux notions-là. Lui vient de tendre la perche à Bernard Barbier qui sur le rôle des Cariforef. Parce que tout à l'heure, Émilie parlait des listes déterminées au niveau des CREFOP, les comités, ces comités régionaux emploi, formation, orientation professionnelle. Ces CREFOP sont multipartis, donc représentent l'État, les conseils régionaux et les partenaires sociaux. Et donc, il y a des listes prioritaires, a priori, qui sont déterminées à ce niveau-là. Moi, la question que je me suis posée tout de suite en entendant ça, c'est quelle est la place des Cariforef et des OREF dans l'accompagnement de l'ensemble des acteurs territoriaux que sont l'État déconcentré, les conseils régionaux et les partenaires sociaux pour l'élaboration de ces listes, ou est-ce que ces listes sont simplement à un moment donné des techniciens qui reprennent ce que vient de dire Louis, des grandes listes qui ont été publiées un peu partout et qu'on les a mis en disant que c'était plus ou moins adapté au territoire.
Donc Bernard, quel travail a été fait en Ile-de-France? Est-ce qu'il y a un travail spécifique ou pas? Est-ce qu'il y a un travail à venir prospectif? Est-ce qu'il y a une commande spécifique qui a été donnée au CARIF-OREF en Ile-de-France, mais peut-être une commande spécifique à l'ensemble des CARIF-OREF? Je sais qu'il y a au moins 4 ou 5 CARIF-OREF qui sont connectés. Donc, vous n'hésitez pas, si par rapport à la question que je pose à Bernard, si certains veulent intervenir pour expliquer comment ça se passe dans leur territoire, vous êtes vraiment les bienvenus. Et s'il y a d'autres acteurs qui ont une lecture territoriale qui est un peu plus fine en fonction de l'endroit où ils se trouvent et qui sont en ligne, vous n'hésitez pas non plus à vous signaler pour qu'on puisse vous donner la parole et qu'on puisse ensuite répondre à la question. Bernard, sans vouloir te mettre en difficulté par rapport à cette question, mais comme le lien était fait par Louis et par Stéphane, donc quelle est la place du CARIF-OREF donc de défi métier en Ile-de-France? Effectivement, j'allais le dire, effectivement, il y a des collègues qui sont connectés, je sais qu'il y a Pierre ou Florence, et qui pourront intervenir effectivement concernant leur région, puisque beaucoup de choses sont faites, donc il sera difficile de le préciser. Alors en difficulté aussi, donc je vais essayer de shooter. En Ile-de-France, on n'a pas encore travaillé, mais ça ne saurait venir précisément, sur d'éventuelles listes. Pour l'instant, il y a des listes qui, comme tu l'as dit, viennent de choses existantes. Alors, je vais être un peu l'embêtant du truc. Ce qui est un peu embêtant avec des listes, c'est que ce sont des listes et qu'elles sont à un moment donné figées alors que le monde n'est pas figé. Donc il faut quand même aussi relativiser l'idée des listes, d'autant plus que ce sont des listes de métiers, alors que nous, aujourd'hui, quand on parle de transco, on est en train de travailler sur du court terme, puisqu'on est en train de parler plutôt d'emploi. C'est-à-dire, où est-ce que les personnes qui risquent de perdre leur emploi vont retrouver de l'emploi. D'accord ? Donc on n'est pas sur du prospectif de métier. Voilà, donc il faut quand même le dire. Stéphane le sait, puisque et c'est peut-être là où on intervient. Il y a des travaux qui sont faits dans différents CARIF-OREF, où il peut y avoir du travail prospectif, d'anticiper peut-être un peu plus les évolutions des activités, des secteurs d'activité, et de voir comment on pourrait regarder un peu plus en avant. Pour l'instant, c'est du court terme et on est en train de dire on met en place un système. D'accord ? Donc c'est peut-être le point un peu difficile. En revanche, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans les CARIF-OREF sur les différents secteurs, sur des métiers, et aujourd'hui on se sert de ça. C'est un existant et on va le développer. Mais il y a des systèmes qui sont à développer pour réellement dire on fait du prospectif et on travaille sur des métiers, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des questions qui sont sur le chat? Parce que là, on voit bien, là, on a posé le cadre du jeu des acteurs, on voit bien la responsabilité, comment les choses se sont mises en place. Ce que Bernard vient de nous dire, c'est on n'est pas les listes, c'est des métiers. Et on est plutôt dans une logique d'adéquation d'un emploi vers un autre emploi. Si je synthétise mal, vous n'hésitez pas à me reprendre, vous savez que j'aime bien caricaturer. Donc, d'un emploi à un autre emploi, je vois Stéphane qui opine du chef et puis Bernard peut-être un complément. Oui, par rapport à ce que disait Stéphane, c'est très important, c'est que ça modifie quand même aussi la vision qu'avait transition professionnelle par rapport à transition collective. C'est-à-dire qu'on s'intéressait aux salariés et à une reconversion qu'il imaginait qui était une reconstruction identitaire. Là, on est en train d'être centré sur les entreprises qui doivent replacer en emploi. C'est la vision un peu différente. Ouais, c'est entre les deux, mon capitaine. C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'en effet, bien évidemment, l'entreprise est au cœur du dispositif, mais le salarié l'est aussi. Ça veut dire qu'on est sur la base du volontariat. C'est un élément important, on a parlé du salarié, ça veut dire que c'est la responsabilisation aussi du salarié qui souhaite rentrer dans un dispositif et anticiper potentiellement une fragilisation de son emploi. Donc les deux sont acteurs et on est dans une logique plutôt, à mon avis, de co-construction que dans une logique très binaire, soit l'un soit l'autre. Non, mais c'est intéressant parce que donc sur l'histoire des listes, en
En effet, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de concaténer donc un certain nombre d'informations, de bases de données, donc qui permettent donc de sortir une liste. En Ile-de-France, d'ailleurs, c'est une liste avec validation du CREFOP ou avis du CREFOP, mais c'est une liste donc du préfet. Cette liste, elle n'est pas exhaustive. Ça veut dire que donc sont, par exemple, en Ile-de-France, 31 métiers donc concernés, avec néanmoins une possibilité pour les transitions pro, de valider des projets qui sortent de ces 31 000-là, première chose. Deuxièmement, ça veut dire que ces listes vont vivre, et c'est important, ça veut dire qu'on n'est pas sur, aujourd'hui, donc une cellule morte, donc figée, donc inscrite dans le marbre, donc ça va vivre, et c'est là où c'est intéressant, ça veut dire que les travaux que nous sommes en train de mener, que l'ensemble des acteurs et des parties prenantes mènent, doivent nourrir cette liste. J'ai presque envie de vous dire, arrivant même à la nourrir quasiment au quotidien. Je joke bien évidemment sur ce sujet-là, mais ça veut dire qu'on doit être donc sur un organisme vivant, et il est conçu comme tel, in fine, pour que cette liste soit la plus vivante possible et adaptée aux évolutions donc de l'environnement et des besoins en emploi compétences.